Imaginez que votre travail soit un jeu, avec des points à gagner, des classements, des récompenses. L'idée est plutôt séduisante, non? Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le choix de jouer? Prenez l'exemple de Marc. Il bosse dans un entrepôt Amazon. Et sur son écran, il y a un dragon qui avance à chaque fois qu'il scanne un colis. C'est une sorte de course permanente contre ses collègues pour accumuler des points. Il est à bout de souffle, mais complètement pris dans la compétition. Et puis, à l'autre bout de la planète, on a Elena, qui est chauffeuse Uber. Son téléphone vibre, un nouveau défi s'affiche. 50 courses avant dimanche pour débloquer un bonus. Et là, hop, une petite barre de progression apparaît pour bien lui rappeler l'objectif. Non, ça ce n'est pas de la science-fiction, c'est le quotidien de millions de travailleurs. Ce qui nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on est en train de voir le futur du travail? Ou plutôt, un jeu auquel il est devenu impossible d'échapper? Alors, plongeons un peu au cœur de ce phénomène. Comment, très concrètement, un bourreau peut se transformer en un immense terrain de jeu? Le mot-clé, ici, c'est la gamification. En français, on dit aussi ludification. L'idée est toute simple. On prend des mécanismes qui viennent du jeu vidéo, les points, les badges, les classements, et on les applique à des contextes qui, à la base, ne sont pas du tout un jeu, comme le travail par exemple. Et la boîte à outils pour ça, elle est bien remplie. On y trouve des points pour chaque tâche terminée, des badges pour fêter une réussite, des classements pour mettre un peu de compétition, des défis pour aller chercher des bonus, et bien sûr, les fameuses barres de progression pour voir où on en est. En fait, chaque geste est suivi, mesuré et transformé en score, en temps réel. Le but psychologique derrière tout ça est assez malin, mais il est redoutable. Il s'agit de transformer une contrainte, quelque chose d'imposé, en un défi qu'on a l'impression de choisir. La performance, ce n'est plus une obligation, non, c'est une partie qu'il faut gagner. Et attention, cette mécanique de jeu n'est pas juste une petite lubie de quelques startups, c'est un phénomène qui s'est répandu partout dans le monde. Regardez un peu. Aux États-Unis, pendant qu'Amazon fait courir des dragons virtuels, la chaîne Target, elle, utilise un code couleur pour la vitesse de ses caissiers. En Inde, une appli de livraison, Swiggy, va beaucoup plus loin. Elle lie carrément l'assurance santé à un statut hors hebdomadaire, ce qui pousse les livreurs à bosser parfois 16 heures par jour. Et en Chine, ces mécaniques sont directement intégrées dans les algorithmes de surveillance. Que ce soit à Paris, à Bangkok ou n'importe où ailleurs, les chauffeurs pour Uber, Lyft ou Deliveroo se retrouvent face au même système, aux mêmes règles. On assiste à une sorte de standardisation mondiale de ces méthodes de management. Et c'est là que ça devient intéressant. On passe de la simple observation à l'analyse. Pour l'anthropologue Emmanuel Savignac, on n'est pas du tout face à une simple innovation managériale. Elle parle de, je cite, « stratégie globale de contrôle social ». En gros, le travailleur devient un joueur qui intègre les objectifs de productivité comme si c'était les siens, et finit par consentir, voire participer à sa propre exploitation. Bon, ces jeux ont l'air très efficaces pour la productivité. Mais quel est le coût humain? Qu'est-ce qui arrive aux joueurs quand la partie, en fait, ne s'arrête jamais? Les conséquences, on commence à bien les connaître, et elles sont lourdes. On parle d'une intensification brutale du travail, d'un stress psychologique constant lié à cette angoisse de la performance. Ça crée aussi de l'isolement, parce que les collègues ne sont plus des collègues, ce sont des rivaux. Et enfin, ça fait complètement disparaître la frontière entre la vie pro et la vie perso. Il y a cette phrase d'un chauffeur Uber qui résume tout le piège. Il dit « Je sais que je suis manipulé, mais ça marche quand même ». Le fait de savoir qu'on est dans un système de manipulation n'empêche absolument pas ce système de fonctionner. La chercheuse Nicole Lamerix appelle ça un shadow text, un récit écran. L'histoire amusante du petit dragon qui fait la course sert en fait à masquer la dure réalité du travail à la chaîne. Ça détourne l'attention. L'autorité n'a plus besoin de crier, elle se cache derrière des mécaniques de jeu. Le sociologue Nicolas Framont, lui, va encore plus loin. Il parle de capitalisme du fun. L'idée, c'est que l'amusement, le côté ludique, est utilisé comme un outil pour empêcher les travailleurs de remettre en question l'organisation même de leur travail. C'est difficile de critiquer quelque chose qui est présenté comme fun. Ok, donc si le travail est un jeu, il est peut-être temps de s'interroger sur les règles, non? Et surtout, de se poser la question qui compte, à qui profite vraiment ce jeu? En fait, on est face à un double discours. En surface, on nous vend ça comme de simples outils de motivation, une façon plus amusante de travailler. Mais si on creuse un peu, on découvre des instruments de contrôle et un véritable système de domination. L'essentiel, c'est de poser les bonnes questions. D'abord, qui décide des règles du jeu? Ensuite, quels sont les véritables objectifs derrière les points et les badges? Et surtout, dans l'intérêt de qui ce jeu est-il réellement joué? C'est Nicolas Framont qui le résume très bien, ne déteste pas le lundi, on déteste la domination au travail. Et la gamification, dans ce contexte, c'est peut-être l'un des outils les plus modernes et les plus pervers de cette domination. Alors au final, il reste quoi? Si le travail est devenu un jeu, que se passe-t-il pour nous, les joueurs, quand on se retrouve piégé dans une course qui n'a pas de ligne d'arrivée?